Ont eu tort. C'est par cet adage que se concluait la majorité des reseñas relatives à la Noviada des Arsuyos. Le 1er mai 2024, en dépit d'un temps exécrable, d'une taquilla bien modeste, nous avons, avec la commission Taureau, pris la décision de présenter ce spectacle. Bien nous en a pris, celui-ci s'est inscrit dans la catégorie des inoubliables, récompensé cet hiver par le prix de la meilleure Noviada du Sud-Ouest. Les Arsuyos, c'est l'histoire d'une peña qui s'est retrouvée organisatrice de spectacles taurins dès les années 1980. Depuis 2019, une bande de copains 100% Arsuyos organise une noviada de A à Z sur la base de l'éthique du taureau, promue par les grandes arènes telles que Vic Fezensac, qui rencontre un succès allant à masse au fil des ans. Avec une motivation exceptionnelle pour l'année à venir, nous avons eu envie de nous entretenir au coin du feu avec ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'esprit qui nous anime aujourd'hui. Une afición exigeante et sincère, tout en promouvant un esprit festif accessible. Mais donc on se retrouve aujourd'hui au domaine de Marquesto avec tous ces acteurs pour évoquer les perspectives taurines de l'année, particulièrement notre Noviada qui aura lieu le 1er mai 2025 en répétant pas là. Merci déjà Thomas de nous recevoir ici au domaine Marquesto, qui est quelque part ta reconversion post-torero. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu ce domaine et toutes les activités que vous faites autour de Marquesto? Écoute, mais déjà bonjour à tous, bienvenue ici du coup sur le domaine. Et alors comme tu l'as bien dit, c'est un projet que l'on avait depuis pas mal d'années maintenant. Donc on s'est associé avec Julien Tastet, que vous devez tous connaître, capitaine d'emblématique du Stade Montois Rugby, qui aujourd'hui est entraîneur, et Jean-Michel Lamotte. Qui mute à Castres. Ouais, qui se déplace à Castres à partir de l'année prochaine. Jean-Michel Lamotte, qui lui est d'ici, de Dontanx, qui est agriculteur à la base. Et donc c'était l'opportunité pour nous de racheter le domaine il y a une dizaine d'années de ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Chacun avait encore son activité il y a 10 ans, donc pas forcément le temps, on va dire, d'y être très présent. Donc le domaine s'est développé. C'était un domaine qui produisait déjà de l'Armagnac. Et donc on a pu développer, pas la vitesse que l'on voulait, mais ça s'est quand même bien développé jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à ce qu'on se structure, on monte une société. Notre ancien directeur commercial, qui est Sébastien Sarade, fait partie aussi maintenant de l'aventure de cette structure, et on a dynamisé vachement autant la partie production qu'en rénovant cet endroit. C'était une ancienne étable. Et donc on a essayé de la rénover tout en gardant le côté authentique d'une étable. On tenait vraiment à ce que ça reste en tant que tel. Et donc voilà, on essaie pas mal de dynamiser, et avec la partie, donc on continue bien évidemment à produire de l'Armagnac, vu qu'on est au cœur du bas Armagnac. Et avec ce lieu emblématique qu'on a essayé de développer, et qu'on essaie de développer avec notamment pas mal d'événementiels. Et voilà, c'est une belle aventure. Je pense qu'on peut dire que le pari est réussi quand on voit le lieu, le charme et l'authenticité à rester. Et il y a ce côté un peu décalé. Enfin, moi j'aime beaucoup, donc ouais, c'est gentil. On tenait vraiment à ce que ça reste comme ça. Ouais, tout à fait. Et puis vous promouvez des événements complètement décalés avec Baccarossa qui est... Ouais, c'est des événements. On essaie de greffer, si vous voulez, au domaine des événements qui sont un petit peu hors du commun de ce qui se fait ici, on va dire, dans la région. On s'est inspiré un peu. J'ai eu la chance, moi, de beaucoup voyager de par ma passion, de par mon métier, et Julien également. Et donc on essaie de dynamiser un peu cet endroit avec toutes les idées qu'on a pu rencontrer durant nos voyages, durant nos parcours. Et donc voilà, c'est un peu l'idée de Baccarossa. C'était de créer un événement qui se faisait pas forcément ici dans le coin, et qui est en train de bien se dynamiser. Pour les amateurs de ski, pas besoin d'aller à la Folie Douce, on peut venir directement chez Marquesto pour voir ce qu'est un vrai événement avec des sets DJ et une ambiance décalée. Bon, en tout cas, merci de la présentation. Le but du podcast, c'est de parler de Tauromachi, de parler des Arsuyos, bien évidemment, tout en convivialité, parce que ça nous correspond. Donc ne vous inquiétez pas si vous nous voyez manger, boire. On ne conçoit pas de parler de choses aussi sérieuses sans avoir ce petit moment convivial.
On se fait un petit tour de table pour se présenter pour nos auditeurs nombreux. Gérard, on va commencer par toi parce que c'était un peu la base et l'origine de la naissance de tout ça. Gérard Labrouche, je suis ancien tromboniste des Arsouillos et à l'origine aussi de la Peña. Voilà. Et patron du Gambetta, lieu emblématique d'Air Soladour et avec plein d'histoires à raconter. Oui, tout à fait. Les exploits, n'est-ce pas, Raphaël ? Oui, on est un peu, on va dire, un bar à l'ancienne. Voilà. Nous sommes avec Jacques les derniers des Mohicans. Voilà. J'allais pas souvent à l'école, mais j'ai été au lycée à Gaston et j'y ai passé quelques mercredis après-midi. C'était pas mal. C'était des petites fêtes. Et parmi le public, il y a quelques amateurs du Gambetta bien notoires. On vous taira l'état du doigt de cet homme, mais pour la référence, tout le monde saura qui c'est. Donc pour continuer, moi c'est Raphaël Salomé. J'allais dire ancien tromboniste. Non, tromboniste des Arsouillos. Moi, je suis rentré à la Peña en fin du XXe siècle, on va dire, en 97, 98. Et d'abord par la musique. Et après, ça m'a très vite fait découvrir et fait aimer les taureaux. Et c'est quelque chose que j'ai pu pousser un peu plus à fond quand j'ai été amené à être président de la Peña pendant une dizaine d'années, 10 ans pile, avec Patrice Destruo et Manu Clavé sur la fin. Et les taureaux, ça m'a tout de suite passionné, j'ai tout de suite accroché. Vraiment, ce spectacle, tous ces codes, etc. Et donc c'est quelque chose qui m'a attiré aussi par la suite, puisque j'ai été amené à être vraiment bénévole aussi et vice-président au sein de la Junta de Peña, qui organisait à l'époque les 2 spectacles. Et c'est tout naturellement que quand la Peña a repris l'organisation de A à Z de la Noviada du 1er mai, que j'ai donné la main à la nouvelle équipe qui m'a succédé. Et c'est avec plaisir que je suis encore les mains dans le cambouis par rapport à ça, parce que c'est comme l'a dit Florian tout à l'heure, c'est une aventure qui a commencé en 68, mais qui est une belle aventure et qui vraiment donne envie de se surpasser, d'inventer, de créer. Voilà ce qu'on fait là, un podcast, personne ne l'a fait. Je trouve que c'est intéressant de se retrouver comme ça pour échanger dans un format un peu différent auquel on n'est pas habitué. Moi, je ne suis pas du tout habitué à ça, mais vu la table, je pense que je vais m'habituer très vite. Ouais, et c'est super de se retrouver ici. Moi, je voulais remercier Thomas aussi de nous accueillir ici parce que c'est vraiment un super endroit que je ne connaissais pas et où je vais revenir à coup sûr. Et que je connais trop. Au niveau taurin, je voudrais rajouter quelque chose. C'est que quand il y a toujours eu du taurin avec les Arsouillos, puisque quand nous avons fêté nos 10 ans, donc en 78, il y avait eu une Noviada San Picador organisée conjointement avec le club taurin Afición. Ah ouais. De Papiche. Et c'est après, au moment de fêter les 20 ans, où on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Et en faisant un tour de table, coup de folie, pourquoi on ne ferait pas une corrida ou un spectacle taurin. Donc forcément, on devait avoir à l'époque en francs 8000 francs. C'est-à-dire rien. Et sur le coup, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi on n'irait pas voir Simon Casas? Et donc, il y a Popol qui connaissait plus ou moins bien Simon. Popol donc, on a appelé Simon et on est parti en délégation à Nîmes. Il y avait donc Marc Amestoy, Marc Debèze, Popol Pomies et moi-même. Et on a été voir Simon et lui, il nous dit, mais moi, vous voulez faire une Noviada San Picador. Moi, je vous propose de faire une corrida. Voilà comment c'est parti pour les 20 ans. Ouais. Et c'est vrai que grâce à Simon, on a eu Ponce en Noviada, on a eu Resolide Aurique qui a fait sa présentation en France pour le 1er mai. On a eu des Noviadas avec 3500 personnes dans les arènes. C'était les années 90. C'était l'âge d'or des Noviadas avec Chamarco et compagnie. L'âge d'or de la corrida avec les retransmissions sur Canal+.
Et c'est vrai Une belle époque. Une belle époque. Ouais. Voilà. Et donc après, vous avez pris le relais et c'est parfait. La tradition continue, donc il faut être très passionné et vous l'êtes. Ça a été des combats, oui. Parce qu'effectivement, donner le spectacle du 1er mai l'année dernière, il fallait vraiment en avoir. Ouais. On va y revenir après. Une belle introduction, ça. Il faut bien les porter, comme on dit. En parlant de porter, Marie, transition, sans transition aucune. Et bien donc, moi je m'appelle Marie Lostis, donc je suis membre des Arsouillos depuis 2017. Donc en tant que musicienne, je suis clarinettiste. Et quand je suis rentrée aux Arsouillos, je n'avais vraiment aucune connaissance des taureaux. J'avais jamais vu de corrida parce que ça n'est pas, c'est pas, on va dire, ça ne fait pas partie de la culture chez moi. Et en fait, je suis venue au taureau grâce aux Arsouillos avec justement Raph, Florian qui nous ont ramenés à ces spectacles, qui nous expliquaient comment ça se passait. En fait, de fil en aiguille, la passion a commencé à naître. Et puis, ce qu'on fait aussi énormément dans les ensembles landais, c'est qu'on travaille les passos nobles. Et donc, ce style de musique, c'est intéressant de le voir en spectacle et de voir les émotions que ça peut transmettre. Et d'ailleurs, moi, ce 1er mai 2024, ça avait été très spécial parce que c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de diriger pour la musique officielle. Et donc, on espère toujours que ça continue. Tu n'arrêteras plus de diriger, puisque vu le résultat... J'aimerais bien. J'ai passé un très bon moment. Et c'est vrai que, heureusement, les Arsouillos aussi, je pense que c'est ça, c'est de permettre de donner des opportunités en fait qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Et c'est peut-être là-dessus, oui, que c'est important en fait de dire qu'on est un ensemble intergénérationnel et qui permet justement de continuer à promouvoir toutes ces cultures. Et c'est assez important. Et justement, je pense que c'est sympa aussi de se retrouver aujourd'hui au domaine de Marquesto parce que quand on voit, quand vous expliquez un peu toute la tête, c'est un peu la synthèse de toutes ces cultures, la tauromachie, le rugby, l'agriculture. Donc on continue là-dessus. Et la viticulture. Et la viticulture, c'est vrai. C'est très important. 5 fruits et légumes par jour. Mais qu'on consomme toujours avec modération, toujours, évidemment. Toujours. Notamment toi. Modéré dans l'équipe. Thibaut. Eh bien moi, bonjour, donc c'est Thibaut Dupeyret. Bon déjà, je voulais vous remercier, Raph, Marie et Florian, pour l'invitation à ce podcast. Je trouvais sympa aussi de pouvoir échanger autour des taureaux et merci à Thomas aussi de nous recevoir dans ce lieu magnifique. Moi, pour me présenter, je suis âgé de 30 ans, je suis aficionado. Orpeña, classique, lambda, j'ai envie de dire, donc je fais pas partie des Arsouillos, mais c'est une course que je rate déjà jamais, le 1er mai, et les Arsouillos, pour moi, représentent quand même énormément de choses au sein du milieu taurin. Je pense que c'est un symbole déjà de transmission. Par rapport à tout ce que vous faites, toutes les actions que vous mettez en place. Marie, t'en es l'exemple parfait, puisque tu n'avais pas de connaissances dans les taureaux. Grâce à ça, aujourd'hui, tu en as. Je repense encore à l'an dernier, le 1er mai, où vous avez maintenu cette course, et comme tu l'as si bien dit, il fallait en avoir pour la maintenir. C'était une marque d'afición exceptionnelle. Et voilà, donc ça me tenait à cœur aussi d'être là, parce que je pense que quand on est aficionado, on a le devoir de soutenir les organisateurs locaux, les organisateurs dont vous faites partie, qui se battent aussi pour que les spectacles aient lieu, pour que la tradition perdure, dans un contexte qui est toujours de plus en plus délicat, on le sait, pour énormément de facteurs. Donc voilà, c'était important pour moi d'être là et de prendre part à la discussion et pouvoir échanger avec vous. Et on est surtout les premiers à t'avoir foutu un palco quand même. Et exactement, et alors j'allais oublier ça quand même. J'allais en parler. L'assesseur a décollé grâce à nous quand même. Quelle carrière. J'allais en parler. Non, mais voilà, c'est un peu dans l'exemple que tu as donné au niveau de la transmission. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, je me souviens du coup de téléphone que j'ai reçu de ta part, où tu m'as proposé du coup de monter au palco pour la première fois en tant qu'assesseur. Et voilà, dans une volonté, entre guillemets, de rajeunir les palcos, de transmettre, d'apprendre. J'ai eu la chance, du coup, de monter pour la première fois, du coup, sur
sur la Noviada il y a 2 ans. Donc ça a été une chouette expérience et je pense que ça prouve la notion de transmission que vous souhaitez mettre aussi au cœur du principe des Arxos. Ouais, tout à fait. Je pense que ça, c'est le vecteur principal. Et donc moi, je me présente quand même, Florian. Donc je suis le nouveau président successeur depuis 5 ans, de RAF. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ben, on n'a pas l'impression, mais ouais, déjà depuis 5 ans. Donc successeur de Raphaël. Un peu pec, avec des idées des fois un peu folles. Que j'avais proposé en tant que socios à l'époque à Raphaël, qui m'a toujours soutenu et suivi, avec modération, en étant mon modérateur. Et voilà, donc a repris la présidence des Arxos avec l'organisation du spectacle taurien, puisque la Junta avait décidé de ne plus organiser la Noviada pour cause économique. Et cette question que s'était posée de savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas, la question s'est posée, je m'en souviens très bien, à une soirée d'hiver chez Dussault, où on a réuni tous les membres du bureau, où tout le monde n'est pas aficionado, puisqu'on est à la base une fanfare, banda, groupe de musique, mais plus largement, on peut dire une grande famille. Tout le monde n'est pas taurin, aficionado à l'intérieur. Et malgré tout, le bureau a dit non, il faut qu'on l'organise, on y va. Et cette réunion, après 2 ou 3 verres de rouge, a symbolisé le départ d'une grosse aventure, je pense, parce que voilà, ça fait maintenant 5 ans, bon, avec le Covid tout, mais ça fait 5 ans qu'on organise nos spectacles en propre. Il faut vraiment le souligner, parce que je pense que voilà, c'est important. On n'a pas de... On n'est pas forcément soutenu financièrement, mais on est soutenu humainement. Donc on fait sur nos fonds propres de la Peña. Et c'est aussi pour ça que on fait ce podcast, pour faire parler de nous, donner envie aux aficionados de venir voir notre Noviada et être reconnus. Parce que je pense que au-delà de ça, on a ce manque de notoriété. Les gens confondent beaucoup les choses, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il y a 2 organisations, 2 spectacles différents. Et c'est important de signaler que les Arxos, le 1er mai, c'est les Arxos. C'est nous qui l'organisons de A à Z avec une équipe de passionnés. On va parler un peu de l'organisation d'un spectacle après, mais voilà, c'est important. Financièrement, économiquement, on est indépendant. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du plus grand soutien. C'est aussi pour ça que ce podcast est là aujourd'hui, pour donner envie aux gens de se dire ouais, putain, c'est ce qu'ils font, c'est bien quand même. On a envie d'aller, de les soutenir. L'année dernière, Gérard, tu l'as très bien dit, il fallait qu'on les porte. On l'a fait. Ça m'a valu quelques larmes sur le moment, de peur. Ça m'a valu quelques larmes de joie à la fin, parce que la peur économique a été balayée par la joie du spectacle et ce sentiment d'accomplissement de tout le travail fait sur ces dernières années, puisque c'est un gros travail, quoi. C'est un gros travail, et notamment le travail de sélectionner un élevage. Alors on a une verticale qui est propre à nous et on s'y tient, et c'est une mentalité qu'on veut mettre dans l'arène. Mais c'est pas pour ça qu'on galvaude de toutes les étapes, et notamment le choix des novilleros, qui depuis l'année dernière se fait d'une façon, on en parlera après, mais d'une façon commune, avec un gros travail fait notamment par des personnes du public ici. Et et voilà, donc justement ça fait la transition avec le premier thème un peu qu'on voulait aborder. C'était le thème du torero. Le torero, c'est déjà, c'est peut-être parce que les gens ne connaissent pas, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu bascules, quoi. C'est vraiment un thème qui questionne dans notre culture actuelle. C'est quelqu'un qui est... Enfin voilà, on n'a pas de... Moi je suis fasciné toujours par ça. J'ai eu l'occasion, moi, de me mettre devant... Alors on parlait chez Dussault, on les salue, parce que c'est un haut lieu de la fission maturine, et on y est toujours bien reçu, on y est toujours bien. Mais moi j'ai eu l'occasion de me mettre un peu devant des bestiaux chez Dussault, des bestiaux tout petits. Ouais. Mais enfin, voilà, on comprend très vite que si on est fait pour ça ou pas, quoi. Moi j'étais pas fait pour ça. Et donc c'est quelque chose qui me fascine. Et moi ce que je voulais savoir, Thomas, c'est comment on arrive à ça, quel est le cheminement pour arriver à se dire, quand on est tout gosse, dire tiens, moi j'ai envie de faire ça, quoi. Tu sais, c'est alors. Au début, quand tu commences dans ce monde-là, la première des choses et le premier élément qui rentre en jeu, c'est la passion. C'est-à-dire que tu dois être... Alors, moi, tu vois, je prends mon exemple personnel. J'ai été intéressé par ce monde-là à l'âge de 4-5 ans.
Donc à cet âge-là, on ne peut pas réellement parler d'une passion, parce qu'au final, à 5 ans, tu es très intéressé par un domaine. Donc je pense que déjà, il faut naître avec la facilité ou la capacité de t'intéresser vraiment à un domaine, mais comme n'importe quel jeune d'aujourd'hui peut être vraiment intéressé ou passionné par un sport, par un art, par un domaine tel qu'il soit. Et après, au fur et à mesure, donc, on commence une première école taurine ou entouré d'un professionnel taurin très jeune. J'ai eu la chance de commencer à 9 ans, donc c'était vraiment très jeune. Et là, cette passion, elle devient plus qu'une passion. Elle devient vraiment une façon de vivre, une raison de vivre. Il faut vraiment que tu sois capable de penser qu'à ça. Et donc, c'est aussi ce qui fait le tri souvent dans les jeunes et dans n'importe quel domaine au final. C'est que quand tu commences à rencontrer la première difficulté ou la première fois où tu te fais attraper dans le monde taurin, quand ça t'arrive généralement assez jeune, souvent ça fait le tri dans beaucoup de jeunes qui arrêtent et qui se disent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais au final, je pense que l'abnégation et vraiment le fait de te plonger à 1000% dans ce domaine-là, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent à en faire carrière et les autres. La seule différence, et Dieu sait qu'elle est grande dans le monde taurin, c'est que c'est pas une discipline que tu peux faire juste pour t'amuser. Ouais. Ça demande quand même, dès le plus jeune âge, un sérieux, une rigueur et un sacrifice à 1000%. Pourquoi ? Parce qu'au final, tu es en train de... Alors, au début, ça peut paraître qu'un jeu, ce que tu fais avec l'animal et le taureau, mais très vite, dès la noviada, même sans picador aujourd'hui, on peut voir des novios sans picador qui sortent assez costauds, assez forts. Ouais. Et donc, même un novi, ça fait très mal quand ça attrape un jeune. Et donc, de suite, tu peux pas ça demande énormément de sérieux dès le plus jeune âge. Donc, c'est pour ça qu'on dit le monde des taureaux, c'est une très belle école de la vie, parce que ça t'apprend mais justement toute cette discipline et tout ce sérieux qu'il faut avoir pour ton domaine. Ouais. Mais au final, quand tu es jeune et passionné, c'est pas un sacrifice, parce que tu vis de ta passion. Ouais. Donc c'est au final ce qu'il y a de plus beau. Clairement, mais c'est vrai que c'est difficile à envisager de se dire, ok, je suis gamin, je suis minot, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans, j'ai 12 ans, j'arrive à passer ce cap de la peur de l'animal, parce que c'est pas un chien, quoi. C'est violent, c'est puissant, Après, quand tu le regardes d'un œil externe, même moi aujourd'hui, quand je suis toujours bien évidemment le monde taurin de très près, j'ai toujours toutes mes amitiés dedans, et quand tu vois de l'extérieur, et même quand tu es en activité, quand tu regardes des compagnons à toi taurés, alors on ne peut pas appeler ça la peur, mais tu as quand même une certaine appréhension pour eux, parce que tu te rends compte du danger quand tu le regardes. Mais au final, quand tu es pris par l'émotion et par la concentration, quand tu es présent dans une arène, tu le vois d'un autre œil. Tu fais pas attention. Tu es obligé de te dépasser. Exactement. Tu fais pas attention complètement. Tu branches ton cerveau. Tu fais pas attention à tous ces éléments-là. Là aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner un jeune qui a débuté à San Picador l'année dernière, qui va taurer. Ouais, exactement. C'est Clovis. Ouais. Qui va taurer San Picador cette année. Et en dehors de tout ce que je peux lui apprendre techniquement, de tout ce que moi j'ai pu apprendre durant toute ma carrière, je lui apprends aussi le fait d'être plongé à 1000% dans une activité. Et au final, je trouve que je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, cette histoire d'école de la vie, je trouve que c'est une très belle chose aujourd'hui que d'avoir entre 10 et 15 ans, et vraiment d'être passionné par un domaine tel qu'il soit. Aujourd'hui, que ce soit n'importe quel sport ou n'importe quelle discipline, quand tu es vraiment passionné par quelque chose et que tu te mets tous les moyens vraiment pour y arriver, alors tous les moyens, c'est sûr que ça demande de ne pas avoir, entre guillemets, une vie de jeune de tous les jours. Oui.
Et tu as des amis, mais tu sors pas avec eux les week-ends. Tu peux avoir une copine, mais tu passes plus de temps avec ta cape, ta moulette à voyager que de voir ton premier amour. Donc c'est des choses qui peuvent paraître banales, mais pour un jeune qui ne le sont pas. Donc, mais tous ces éléments-là font, si tu veux, mais que quand au final tu es vraiment passionné, ce n'est pas un sacrifice puisque tu vis de ta passion. Et au final, c'est les premières années d'adolescent où, entre guillemets, mais tu consacres ta vie pour pouvoir performer, pour pouvoir obtenir ce dont toi tu auras envie dans ta vie. Parce qu'au final, si tu réussis, eh ben, tu pourras obtenir des choses que personne ne peut obtenir dans la vie. Mais c'est ce que je lui dis. Je lui dis, tes efforts et tes sacrifices aujourd'hui doivent être à la hauteur de ton ambition. Et c'est très dur à comprendre quand tu as 15 ans. Mais au final, il faut avoir une avance certaine, même une maturité, même jeune, pour pouvoir évoluer dans ce milieu-là. Je pense que c'est un domaine, de toute façon, où il faut, si tu n'as pas d'ambition, c'est pas la peine d'y aller. Bien sûr. Et il faut avoir aussi de l'ego, parce qu'il faut avoir envie de se mettre en scène. Bien sûr, seul au milieu d'une arène. Si à un moment donné, tu n'as pas d'ego et tu ne montres pas que tu as là, déjà, tu vas moins se transmettre. Exactement. Et au-delà de ça, faire les concessions, comme tu dis, il faut les faire pour quelque chose. C'est ce que j'essaie de l'y intégrer. C'est qu'aujourd'hui, être torero, c'est être extrême dans tout. Oui. Le jour où je lui dis, le jour où tu feras la fête, que tu décides de faire la fête, il faut que tu sois celui qui fasse le plus la fête. Je lui dis, par contre, quand tu t'entraînes, il faut que tu sois celui qui s'entraîne le plus. Et être extrême dans tout ce que tu fais, c'est ce qui permettra que tu vas vraiment avancer dans tout ce que tu entreprends. Mais je trouve que c'est une facette que je ne connaissais pas de toi, ce côté transmission. Là. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant de t'entendre parler de ça parce que alors moi, je suis musicien, tu vois, et je donne des cours de musique. Hein, et là, quand tu expliques quelque chose que tu ressens toi au fond de toi, mais que tu n'as pas eu besoin de mettre des mots dessus. Je trouve que tu l'analyses d'un œil assez différent et assez pertinent en fait. Ouais, je l'ai beaucoup analysé parce qu'au final, je t'assure, quand j'ai arrêté les taureaux, et la dernière chose que je voulais faire, c'était m'occuper d'un jeune, tu vois, parce que non seulement c'est quand même une responsabilité personnelle, mais c'est aussi une responsabilité pour lui, c'est-à-dire qu'il me donne confiance sur le futur de sa carrière quelque part. Oui, parce qu'en plus, tu m'as dit ce qui est du Sud-Est. Oui, il est de Nîmes même. Ouais, exactement. Et il vient 3 semaines par mois à la maison, donc il passe qu'une semaine chez lui. Donc il a que 16 ans, donc tu vois, c'est un 3e enfant, mais plus facile, il est éduqué, il est tout déjà. Il est propre, ça va. Je vois ce que c'est. Mais tu vois, c'est aussi une grande responsabilité, ça veut dire que tu peux pas le faire qu'à moitié. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, j'essaie de lui transmettre tout ce que moi j'ai eu la chance d'apprendre et de tous les gens avec qui j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps, qui t'inculquent toutes ces valeurs-là, mais au final, les valeurs du monde tauréen sont souvent les mêmes. C'est comme pour tout. Tu n'as jamais rien sans travail. Exactement. Et je trouve qu'aujourd'hui, le monde de la tauromachie est un petit peu à l'inverse de la société. De la société et surtout de la toute jeune génération qui, au final, et moi j'ai de la famille, etc., qui vivent des amis aussi d'une autre génération bien plus jeune. Et la valeur que j'essaie d'inculquer à Clovis, c'est au premier obstacle, à la première difficulté, de ne pas baisser les bras, de ne pas s'arrêter. C'est important aujourd'hui d'être persévérant et quand tu as une idée dans la tête, d'aller jusqu'au bout des choses. Oui, parce que peu importe ce que l'avenir te réserve, mais au moins quand tu te retireras des taureaux, peu importe où ta vie t'aura mené, mais que tu n'aies rien à regretter, quoi, tu vois. Que tu ne te dises pas si j'avais pu faire ça, non. Si des choses ne sont pas réalisées, ce n'est pas de par ta faute. Mais en tout cas, et c'est pour ça que c'est les années les plus dures, parce que c'est les premières années, au final, qui vont guider ton chemin pour ton futur. Donc c'est maintenant qu'il faut que lui fasse tous les efforts nécessaires pour pouvoir performer. Comment tu franchis les premiers obstacles, ça va, parce qu'en fait, ce que je voulais évoquer là, c'est que
dans une carrière, c'est pas une progression, c'est pas linéaire. Ouais, bien sûr. C'est vraiment en dents de scie. Il y a des remises en question qui doivent être incroyables. Constantes. Ouais. Et comment, je pense, tu apprends à franchir ces premiers obstacles au tout début. Ça te montre le chemin pour justement pouvoir avoir cette ligne directrice dont tu parlais, cet objectif. Mais au début, c'est très dur. Au début, tu as non seulement la partie technique, artistique et tout ça à travailler, mais surtout la partie émotionnelle, ou d'avoir quand même assez de distance sur les réussites et sur les échecs. Et souvent, tout le monde parle des échecs, d'essayer de se relever des échecs, c'est une chose, mais c'est tout aussi important de ne pas prendre la grosse tête quand il n'y a que de la réussite. Donc tu vois, c'est de trouver le juste milieu pour garder la tête froide, peu importe tes résultats. Alors bien évidemment, il faut que les résultats soient plus positifs que négatifs si tu veux avancer rapidement. Mais garder la tête, exactement. Mais garder la tête froide dans n'importe quels éléments, peu importe ce qui t'arrive. Savoir d'où tu viens et rester humble. Oui, exactement. Et justement, pas oublier à propos de ta carrière, est-ce que tu peux nous évoquer un moment qui a été fondateur dans la tienne, peut-être pas forcément, peut-être soit ta plus grande réussite ou un moment qui a été charnière. Il y a eu plein des moments. Quand tu évoques des remises en question, est-ce qu'après un spectacle... Les remises en moment, elles sont constantes. Dans le milieu des taureaux, c'est là où tu dois chaque fois te remettre en question, mais pas forcément après une corrida ou après une noviada. Ça peut très bien être après un entraînement, après une vache que tu as taurée en privé chez un éleveur, après un taureau que tu as tauré chez un éleveur. Pourquoi ? Parce qu'au final, le taureau, quand il sort dans une arène, ou que ce soit un taureau, une vache et tout ça, c'est toujours un comportement nouveau, donc une adaptation à créer. Donc tu n'arrives jamais forcément à t'adapter à 100% à son comportement. Donc la remise en question, elle est sans cesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des éléments, même si aux yeux des gens, des fois, moi ça m'est arrivé souvent de couper 3 ou 4 oreilles et de sortir de la corrida et de dire pas un moment, je me suis régalé, j'ai pris du plaisir, j'aurais dû faire ça. Et il y a des moments où je suis sorti à pied sans avoir coupé une oreille, mais en étant persuadé à moi-même d'avoir été jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire d'avoir tout donné et d'avoir entendu l'animal à la perfection. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent, c'est jamais linéaire, comme tu l'as très bien dit, et c'est pas forcément le reflet du résultat que tu as eu qui fait ta satisfaction personnelle. Oui, et puis c'est pas forcément perçu par le public. Non, bien évidemment, c'est ça qui est dur. Même. Parce que tu as un taureau et un torero, mais l'élément principal de ce spectacle-là, ça reste quand même le public. Parce que même si toi, tu entends le taureau à la perfection, mais que tu n'arrives pas à transmettre d'émotions au public, au final, c'est un spectacle vivant. Donc le but, c'est d'arriver justement à faire ressentir ces émotions-là. Et justement, tu parles du public. Comment aujourd'hui, toi, tu prépares peut-être Clovis à ça, à cette confrontation qu'il va avoir peut-être avec le public, bien sûr, les invectives qu'il va pouvoir recevoir peut-être de la part des aficionados, leur mécontentement, mais comme aussi peut-être les félicitations du public. Comment tu arrives un peu à le préparer à ça, parce que à 15 ou 16 ans, tu n'es pas forcément prêt à avoir tous les regards portés sur toi. Tu as beaucoup d'éléments, si tu veux, qui rentrent. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu as beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, si tu veux, dans le fait de gérer justement ces émotions-là, où tu as les gens qui sont totalement contre toi, où tu as les gens qui sont totalement avec toi. Le fait d'être concentré à 100% sur ce que tu es en train de faire t'aide vraiment à prendre un peu de recul avec les gens, avec l'émotion qui est en train de se dégager. Et aujourd'hui, le plus grand piège quand tu t'aurais, c'est de vouloir plaire au public et de ne pas rester toi-même. C'est là où tu te perds la plupart du temps. C'est que quand tu es toi-même et que tu vois que ça ne marche pas, essayer de changer des choses pour t'adapter à ce que te demande le public, c'est là où au final tu te perds. Et ce qui est important dans les taureaux, et ce que j'inculque à Clovis, et ce qu'on apprend tous dans le monde tauréen, c'est peu importe l'émotion que tu fais ressentir, il faut que tu donnes ce que toi tu ressens, mais à 100%. C'est-à-dire que généralement, si toi tu es en train de prendre du plaisir, mais que les gens ne le ressentent pas, c'est que tu ne donnes pas 100% de ce que tu devrais donner.
Parce que les gens, et souvent dans les spectacles artistiques et les spectacles où il y a du public, eh ben, les gens, quand ils voient la personne se donner à 1000%, obligatoirement, au bout d'un moment, ils rentrent dans le jeu. Oui. Les émotions, elles ne sont pas ressenties quand tu vois un torero ou un chanteur ne pas donner 100% de sa personne. Ça m'évoque un truc, mais vraiment un moment particulier d'un spectacle. Alors, peu importe le spectacle, peu importe le torero, mais c'est quand il fait un pecho et qu'il lève les yeux vers le public avec un sourire qui vient naturellement, en étant vraiment dans l'accomplissement, en se disant, voilà. Et ça, c'est vrai, quand on assiste à ça, ça amène une réaction. Et c'est ce qui fait la beauté de la tauromachie aujourd'hui, c'est qu'au final, un torero, c'est le reflet de sa personne, quelque part. Et donc, chaque torero a sa personnalité. Et c'est pour ça que ça crée justement de l'intérêt auprès du public. C'est que chaque public aime un torero, préfère l'autre, aime moins celui-là, préfère celui-là. Et c'est aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui qui fait la beauté de la tauromachie. Et c'est pour ça de faire un lien justement avec aujourd'hui les aficionados. Chacun est libre, on va dire, d'aimer son style de spectacle, mais en tout cas, personne ne doit revendiquer le fait de détenir une réalité. Pourquoi ? Parce que la réalité de chacun, elle appartient à chaque personne, à chaque aficionado. Je trouve ça hyper important que chaque arène ait sa propre identité par rapport à ce qu'il veut démontrer et le spectacle qu'il veut mettre en œuvre, mais c'est pas parce qu'ils mettent un style de spectacle en œuvre qui détiennent la réalité de la tauromachie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, chacun est libre d'apprécier le spectacle qu'il a envie d'apprécier. Et c'est aujourd'hui très important, quand on est organisateur comme vous, d'avoir une identité marquée, qui est la vôtre, et surtout d'aller au bout de cette identité-là, et au bout de ces choses. Les gens, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, mais en tout cas, s'ils adhèrent, ils adhèrent pour une raison. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous regardez dans le monde taurin, les arènes qui fonctionnent, peu importe la grandeur de l'arène ou la grandeur de la feria, celles qui fonctionnent et qui amènent beaucoup de personnes, c'est parce qu'elles ont une identité bien marquée, très forte, et ils vont jusqu'au bout de ceux qui revendiquent et de ceux qu'ils aiment, mais sans pour autant dire nous on détient la vérité de la tauromachie. Non, parce que personne ne la détient. Vaste débat là. Non, c'est pas un débat. Il n'y a pas de débat à avoir. Quand tu es libre, quand tu acceptes ça, au final, tu peux très bien aller à Séville, aimer Séville. Tu peux très bien aller à Madrid. Et trouver de ce que tu aimes dans chaque arène. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune arène qui se ressemble aujourd'hui. Comment tu vois le torero justement gère ça, c'est-à-dire cette partie du public qui va potentiellement être toujours mécontente. On prend l'exemple de Madrid, on sait qu'il y a une partie du public qui est plus qu'exigeante et qui le revendique bruyamment. Comment le torero le gère ? Est-ce qu'il se dit j'ai pas fait assez, j'ai pas... Tu vois ce que je veux te dire ? Je les ai pas contentés. Est-ce que le torero se dit ils ont le droit d'avoir leur propre ressenti, mais moi je vais pas en tenir forcément compte parce que j'ai été moi-même. Tu vois, quelle est la part aujourd'hui d'adaptation à certaines tranches du public dans certaines arènes ? C'est exactement ce que je viens de te dire, c'est que chaque arène a son identité. Peu importe l'identité de l'arène, toi tu dois rester toi-même. Aujourd'hui, quand tu regardes un chanteur connu mondialement, quand il chante, s'il vient chanter en France ou il chante aux États-Unis ou il chante, peu importe, il chantera de la même façon. Pourquoi ? Parce que c'est sa personnalité. Un joueur de rugby ou de foot, qu'il aille jouer dans le monde entier, il jouera de la même façon, parce que c'est sa propre personnalité. Et un torero aujourd'hui, garder ta propre personnalité et justement ne pas te laisser dépasser par l'ambiance générale du public, c'est le plus dur, mais c'est ce que tu dois arriver à réaliser. C'est-à-dire rester toi-même, mais par contre, aller à 1000% de tes capacités. Et c'est là toute la difficulté. Et puis je pense que ce que tu dis, Thibaut, c'est complètement vrai, mais c'est presque un phénomène sociétal. Il y a toujours des gonzes qui vont s'opposer à ce que tu vas faire. Ça ne conviendra jamais à tout le monde. Après, dans tout ce que tu fais, il faut savoir faire la part des choses. Mais après, dans ce que tu dis, moi je retrouve plein de marqueurs, que ce soit que je peux appliquer dans ma vie perso, dans mon sport ou aux arts suisses, c'est le jusqu'au boutisme. Quand tu prends
une verticale. Quand tu fais un choix, si tu vas pas à 3000%, tu le réussis qu'à moitié. C'est là où tu es tendancieux. Exactement. Si tu fais un choix et que tu vas à 3000%, que tu prends la décision de faire quelque chose, et logiquement, enfin, si tu mets toute ton ambition, que tu fasses mal ou bien les choses, quoi qu'il arrive, si tu mets tout ce que tu as, il y a une réussite. Et ce que je dis à Clovis, c'est que personne ne pourra lui reprocher. Aujourd'hui, peu importe ce que tu entreprends, si tu donnes 1000% de ta personne, on pourra te reprocher des défauts techniques, des défauts artistiques, de ne pas avoir compris le taureau et tout ça. Mais ton sacrifice à ce que tu es en train de faire, aujourd'hui, la seule chose qu'on pourra te reprocher, c'est ça. Mais si tu donnes 100% de tes capacités, personne n'aura rien à dire. Pourquoi ? Parce que tu auras tout donné. Et le jour, quand tu rentres dans une arène, et quand tu t'aurais, le jour où tu donnes toute ta personne, ça se voit. Et c'est là où, peu importe les gens qui aiment ou qui n'aiment pas, les gens, au final, ils adhèrent. Ceux qui adhèrent, ils adhèrent. Et ceux qui n'adhèrent pas, au moins, ils te respectent. C'est ce que... Moi, comme toi, je suis passé de l'autre côté de la barrière en mode entraîneur, quoi, dans le sport. Et c'est ce que je dis aux mecs, c'est à un moment donné, tu peux pas sortir sans être vidé, quoi. Si tu sors sans être vidé, c'est là où les mecs vont te critiquer. Ils vont dire, ouais, mais les mecs, ils ne pas, tu peux perdre. Mais si tout le monde sort vidé, marqué, personne ne reprochera ça à ton équipe. Il peut y avoir meilleur. Rien regretter. Et c'est au final la ligne à tenir quand tu rentres dans une arène aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tu peux pas te permettre de regretter quoi que ce soit. Ouais, tout à fait. Et on parlait justement, mais ça va faire un peu la transition, tu parlais tout à l'heure de comprendre le taureau. Pour toi, pour ton ressenti, parce que ça restera personnel, c'est quoi un taureau idéal ? Ouais, alors il y a pas forcément un taureau idéal. Alors bien évidemment, tu as des taureaux très durs où tu sais que la technique que tu apprends au quotidien ne sert pas forcément à t'adapter à ce comportement de taureau. Mais au final, il n'y a pas un taureau idéal, mais par contre, quand tu arrives justement à t'adapter, parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, et souvent ce que les aficionados ou les gens qui connaissent pas forcément le milieu taurin pensent, c'est que un torero ne fait jamais faire à un taureau ce que lui a envie. Ouais. Au final, c'est toujours le taureau qui passe quand le taureau le décide. Ouais. C'est-à-dire qu'un torero ne change pas un taureau. Ça n'existe pas. D'accord. Par contre, que le torero applique une technique parfaite et idéale au comportement du taureau qu'il a en face de lui et qu'il arrive à donner cette illusion-là, mais c'est tout simplement parce que le taureau, il a décidé au bout d'un moment que la technique était parfaite et c'était le moment adéquat. Et le taureau, des fois, change de comportement, mais parce que le taureau en a décidé. C'est la même chose qu'un cheval. Un cheval, s'il n'a pas envie que tu lui montes sur le dos, tu peux être le meilleur cavalier de la planète, tu lui monteras pas sur le dos. Ça, c'est le JO, les mecs, c'est les meilleurs. Non, mais c'est les meilleurs. C'est pour ça. Et un taureau, c'est exactement la même chose. Et souvent, quand les aficionados ils disent que le torero a changé le comportement du taureau, c'est pas vrai. C'est tout simplement qu'il y a eu une première phase d'adaptation et le torero a trouvé la technique adéquate et parfaite par rapport au comportement qu'avait le taureau. Et au final, tu as l'impression qu'il passait pas à droite et le torero a réussi à le faire passer à droite. Mais c'est un moment clé où c'est aussi peut-être le torero qui a démontré que le taureau ne passait pas à droite et qu'au final, il savait qu'il allait avoir au bout d'un moment les capacités d'investir à droite et qu'au moment clé de la faena, il a pris la droite et que le taureau... Mais c'est pas le torero qui en a décidé qu'il allait passer à droite, c'est tout simplement qu'il a adapté au moment voulu la technique adéquate pour faire passer le taureau. Donc c'est pour ça que le moment parfait, pour revenir à ta question, le moment parfait et le taureau parfait, il n'y a pas forcément un comportement de taureau parfait, mais le taureau parfait, c'est celui en fin de faena qui arrive au final à te laisser s'adapter à lui et à te laisser briller par rapport à tout le travail que tu lui as fait en amont. C'est souvent, et on dit qu'une faena, ça doit aller de menos a mas. Pourquoi ? Parce que les moments clés d'émotion d'une faena doivent être à la fin. C'est pour ça qu'il y a tout un travail au début. Alors, mis à part quand vous voyez que le taureau a d'énormes qualités et où là, l'émotion peut être
intense tout le long de la faena dès le départ, mais c'est très rare. Il y a souvent une première partie d'adaptation de comportement pour arriver au point culminant d'émotion de fin de faena. Je te dis ça parce que c'est vrai que nous, aux Arsuyos, on a cette philosophie d'avoir du taureau, ce qu'on appelle taureau un peu dur, et ça nous arrive d'avoir des refus, des novilleros qui nous disent « moi je prends pas ». Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas contradictoire, mais c'est un peu ambivalent parce qu'on dit qu'il n'y a pas de taureau idéal, et à la fois, il y en a qui sont pas prêts à avoir certains taureaux, et c'est malheureusement un peu ce qu'on voit dans la tauromachie, c'est-à-dire que, pas 80%, mais je pense qu'on n'en est pas loin, bon, je suis minoré, mais on est sur du taureau Domecq ou origine Domecq, parce que c'est ce que les gens, enfin les toreros ont l'habitude de voir et ne veulent pas s'engager sur d'autres terrains. Est-ce que pour toi, et par exemple tu parlais tout à l'heure de Clovis, est-ce que pour toi, par exemple, c'est exclu que Clovis un jour vienne toréer une noviada du 1er mai? Ça dépend de si elle est de Domecq, oui, sinon. Non, mais tu sais, il y a pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, vous savez tous ici que la tauromachie, c'est ni plus ni moins, surtout les élevages, c'est ni plus ni moins que de la génétique. Oui. Et donc, chaque élevage a sa génétique bien particulière et son origine bien particulière. Et bien évidemment que dans le monde des taureaux, il y a des génétiques qui sont plus à même de faciliter l'adaptation technique et artistique du torero que d'autres. Et donc, il y a des élevages où, bien évidemment, quand on est en noviade, on est encore, entre guillemets, en apprentissage. L'alternative fait passer la barre du professionnalisme, on va dire, si on peut comparer ça à d'autres mondes. Mais en noviada, c'est encore des apprentis. Et donc, il y a souvent des apprentis novieros qui n'ont pas forcément le bagage technique, même si de ce qu'ils laissent paraître, on dirait qu'ils sont très avancés. Mais pourquoi? Mais c'est parce que justement, ils se protègent, entre guillemets, de pas se confronter à des incastes qui pourraient les mettre en difficulté. Et c'est tout à fait normal, parce que quand tu es en apprentissage, tu te dois, la tauromachie, c'est surtout une question de confiance. Oui. Prendre confiance, avoir confiance, et tu sais, tu as plus vite fait de la perdre la confiance que de la gagner. C'est sûr. Et donc, chaque fois que tu sors en public dans une noviada, il est très important de garder cette confiance-là. Et donc, tu as des origines, bien évidemment. C'est normal si tu fais le choix de te lancer entre guillemets, dans une certaine difficulté d'élevage, il va te falloir des novilleros, même chez les jeunes, des novilleros aguerris qui ont, on va dire, une technique adéquate pour ce style d'élevage-là ou pour cette façon de torer. Mais c'est pour ça que c'est aussi une adaptation et ça rentre là dans une gestion de carrière. Et, après, pardon. Vas-y. Et après, qu'est-ce que tu penses des novilladas sans picador? Moi, je trouve que pour des gamins qui sont pas encore complètement techniquement, qui sont pas complètement au point, je trouve qu'on leur met souvent des taureaux très durs. Oui, alors là, tu es c'est peut-être convaincu. Voilà, et je trouve que c'est pas un bon service qu'on leur rend parce qu'ils n'ont pas encore toutes les armes pour faire face. Et c'est bon pour les écœurer et le public n'est pas toujours toujours compréhensif par rapport à ça. Et en plus des novilladas sans picador, il y en a de moins en moins. Et je trouve que c'est un passage obligé. Bien sûr. Tu sais, et là, j'y suis en plein dedans, notamment, comme je t'ai dit avec Clovis, tu sais, j'y suis en plein dedans. Il va torer sans picador cette année. Donc, je suis un petit peu ce niveau-là, on va dire. Et je trouve vraiment souvent très dommage les gens qui ont des idées encore très arrêtées sur des montages de noviada et qui au final ne rendent pas service aux jeunes, parce que comme je viens de te le dire, en noviada, même en noviada piqué, les jeunes ils sont en apprentissage et la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est la réussite artistique du spectacle final. Alors bien évidemment qu'il y a des élevages qui s'y prêtent plus que d'autres, mais au final, tu dois aussi penser à rendre service aux jeunes. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est que quand tu montes une noviada, peu importe qui la monte, imagine-toi que c'est ton fils que tu vas mettre devant.
juste avec ça. Après, c'est là où se trouve l'enjeu, en fait, finalement, au niveau organisateur. Exactement. C'est-à-dire que nous, on essaie de contenter. Il faut arriver, certes, à contacter toutes les visions, à contacter votre vision aussi de la tauromachie, alors que ce soit que ce soit peu importe quelle organisation. Mais au final, quand tu montes un spectacle par an, et d'autant plus comme vous, une noviada, au final, ce qui importe, c'est le résultat artistique. Bien sûr. Parce que les gens qui adhèrent à ce spectacle-là, c'est pas forcément des gens hyper connaisseurs. Et ceux qui remplissent les arènes, c'est pas forcément ceux qui se disent hyper connaisseurs. Non, c'est le grand public. Et pour le grand public, il te faut arriver à démontrer un certain respect de tous les tertios, de tout ce qu'on peut revendiquer, nous, dans une arène, durant tout le long. Mais tu te dois en premier d'aller chercher un résultat artistique, aussi bien pour le spectacle que pour les jeunes novières. Oui, après moi, ce que ça m'évoque, là, alors Florian parlait de ceux qui refusent, mais on a aussi beaucoup de gens qui candidatent et qui sont très verts, même pour débuter. Alors nous, on met des noviadas sérieuses. J'aime pas le mot dur parce que celle de Pala l'année dernière, elle était pas dure. Elle était très brave, elle était noble et surprenamment noble. On va dire. Et donc elle a permis beaucoup de choses. J'y étais pas, mais j'en ai entendu parler. Elle a permis beaucoup de choses aux toreros. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des gens qui candidatent pour débuter en piqué chez nous. Et, non, c'est pas. Nous, on a aussi une responsabilité en tant qu'organisateur. Voilà, on ne veut pas mettre un jeune en difficulté, comme tu en parlais. Et c'est quelque chose qui est très, très présent pour nous. On a des jeunes qui nous plaisent, dont on a parlé cette année, des noviros. On va voir ce qu'il fait cette temporada et peut-être l'année prochaine, il aura un peu plus de bagages pour venir chez nous. Bien sûr. Voilà, parce que cette notion de responsabilité en tant qu'organisateur, on va peut-être en parler après, mais on l'a au quotidien et dans chaque étape du montage du spectacle. Voilà, il faut qu'on le fait de manière bénévole, de manière passionnée. Et donc, pour le faire bien, il faut qu'on soit raccord avec nos convictions profondes. Totalement. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu, en plus Thibaut en est témoin parce que c'est un très bon ami à lui, mais c'est un peu la discussion qu'on avait eue il y a 3 ans quand on dit Solalito, il est un peu vert à ce moment-là pour prendre la course, et que l'année d'après, il fait une belle saison, on dit ok, là il est prêt à la prendre et il sort en brosse chez nous. Et si je m'abuse, toi qui es très pote avec, ça a été un élément qu'il a, comme dirait une certaine personne qu'on connaît, glow up quoi. Ouais, non, c'est ça, puisqu'il avait même son rôle de chef de leader ce jour-là, il avait géré d'une main de maître, donc il avait bien fait les choses de A à Z, et je pense que c'est l'exemple parfait, comme tu dis Flo, entre le moment que vous avez considéré qu'il était peut-être pas prêt l'année d'avant, et cette année c'était 2023, c'est ça, en 2023, où vous le mettez au cartel, et à ce moment-là, je pense que justement, je vais pas dire que vous lui rendez service, mais vous le jetez pas dans la gueule du loup comme vous auriez pu le faire l'année d'avant. Et il y a une réflexion derrière, je pense, des organisateurs, tu vois, où justement c'est beaucoup plus cohérent, et le spectacle n'en est que mieux derrière, quoi, tu vois. Bien sûr. C'est pas je le mets là parce que j'ai envie de le mettre, non, c'est je réfléchis, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est pas prêt. Alors peut-être que d'un point de vue du torero te dira toujours qu'il est prêt. Je sais pas, Thomas, je parle sous ton contrôle. Je pense que vous êtes vous aussi face à des jeunes qui vous disent mais si je suis prêt, celle-là je veux la prendre. Après, nous aussi on est entre guillemets, on a une espèce d'idée artistique de ce spectacle, de ce qu'on veut en faire, de ce qu'on veut. Si les gens ils viennent chez nous, voilà, on veut leur proposer, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut. Alors là, on parle en connaissance de cause parce que la Noviada de 2024, elle coche beaucoup, presque 100% des cases qu'on veut cocher. Donc c'est-à-dire qu'on veut du taureau brave, on veut de la musique, on veut que les gens ils passent un moment d'émotion, festif. Mais qui ressortent avec la banane, qu'on veut des oreilles, c'est pas vrai qu'on veut pas d'oreilles, parce que là il y a eu 4 oreilles, toutes méritées, enfin voilà. Et on veut surtout qu'il y ait de l'émotion ressentie, et puis pas de l'émotion galvaudée. Tu vois. Moi j'ai l'impression, alors ça c'est une réflexion très personnelle qui n'engage que moi, que
que ce résultat artistique, des fois, on va le chercher un peu à tout prix. C'est-à-dire qu'on va accorder des trophées. Voilà, quand on va accorder un peu plus de trophées que, ben ouais, il y a eu 7 oreilles, machin, il y a eu 6 oreilles, et que, en parallèle, le grand public dont tu parlais tout à l'heure n'a pas eu ce frisson qu'on a dans les gradins d'une arène, et se disent « Ah ouais, mais c'est ça la corrida, là, apparemment c'était un bon spectacle, il y a eu 6 oreilles, moi si un peu à ce moment-là, mais tu vois l'année dernière, alors ça c'est vraiment pour être chauvin, mais tu ressens ce frisson-là, et chaque oreille, ah ouais, mais attends, tu le vois dans le sourire des gens, et Florian en parlait un peu du fait qu'au sein des Arsouillos, dans le bureau, dans le conseil d'administration, il est multiple, et il y a des gens qui ne sont pas forcément aficionados. Alors, le résultat financier de l'année dernière, il est catastrophique parce qu'il n'y a pas de monde. Mais malgré ça, ils se disent, voilà, mais c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça, c'est pour ce frisson-là. C'était génial, cette journée-là. Voilà. Et moi, tous les compliments des aficionados purs et durs qui étaient là, présents, les fidèles qui sont là chaque année, qui vont dire ah, super, machin, ça me va aussi fort au cœur que vraiment celui qui va 2 fois par an aux arènes, 1 fois pour les fêtes d'air, 1 fois pour le 1er mai, et qui me dit mais là moi j'ai ressenti des trucs, c'était génial, c'est ça qu'on veut faire et tout. Et je dis oui, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut. Mais il y a une notion vraiment aussi de chance. Parce qu'il y a tellement... C'est pour ça, et c'est bien de dire ce que tu dis, mais nous les premiers, quand tu es acteur, l'élément principal du succès d'un torero ou de la beauté du résultat final, ça reste le taureau. Et tu sais, le taureau, c'est un animal, un être vivant, où tu peux contrôler à 80% par rapport à ses origines et tout ça, la technique que tu vas mettre. Mais comme tout animal et comme tout être vivant, il y a une partie d'inconnu, il y a une partie de choses que tu ne maîtrises pas. Donc aussi bien pour le torero que pour les organisateurs et pour l'émotion du public. Je pense qu'il a fait la réussite aussi du spectacle l'année dernière. Il y a eu les taureaux et il y a eu cette espèce de volonté des acteurs de rentrer sur cette piste parce que... Oui, et puis c'est un tout, comme tu dis, au final, les gens, ils étaient prédisposés, ils ne savaient pas si ça allait avoir lieu, pas lieu, et puis au final, il y a eu un effort de fait de votre part, puis au final, ça a eu lieu, donc au final, c'était... Alors même si les novices, j'avais vu quelques vidéos, j'avais un ami à moi qui y était, et qui m'a dit que les novices étaient très bien sortis et qu'il y avait eu beaucoup d'émotions, mais il y a eu aussi une part de vous être battus, et au final, que les gens ils soient déjà... remercie, on va dire, les gens qui ont fait l'effort que cette novia aille de l'avant. C'est ça. C'est un moment dont on peut parler parce que c'est un moment alors quand on est dans les gradins, on le voit, ça se passe devant à la sortie du patio des Cavaliers, mais on n'assiste pas aux discussions, tout ça, et c'est vraiment un moment où, pour revenir en arrière, là, pour s'y remettre dedans, où nous, on est en plein doute. En tant qu'organisateur, on est en plein doute, on regarde les gradins, on sait qu'il n'y a pas grand monde, on sait la difficulté du modèle économique que nous y a appliqué, on la connaît trop bien. Et en fait, les acteurs, les toreros, les novilleros, les banderilleros, ils assistent à ce moment de doute, la novillada est assurée. On peut la faire, on peut l'annuler sans problème. C'est la meilleure solution d'ailleurs pour la peña. C'est la solution sage. Mais on l'a évoqué un peu tout à l'heure. Il y a toujours eu un petit grain de folie au sein des Arsouillos, qui n'est pas une marque de fabrique, mais quand même de se lancer et puis surtout d'aller au bout de ses convictions. Nous, cette novillada, on la voit au Campo une première fois, on la voit une deuxième fois, on l'a choisi parmi d'autres novilladas qu'on a vues au Campo, d'autres lots qui nous ont plu, mais celle-là un peu plus. Pala, on peut dire ce qu'on veut, Pala, c'est une ganadérienne mythique qui a vraiment un lien privilégié avec elle. À ce moment-là, il y a tout qui s'entrechoque peu. Et sur l'équipe de 5-6 qui décide, avec ceux qui sont un peu partout, enfin on est une dizaine, une quinzaine dans la commission, voilà, il y a des regards, il y a des trucs, et puis
il y a un moment clé où il y en a un qui dit « Bon, allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on l'a fait, on va se bagarrer, on l'a fait. » Bon, c'est Florian qui dit ça. C'est Florian qui dit ça. Allez, on va le faire. On a tout le week-end, on va le faire. Et ce moment-là, moi, je suis persuadé que tous les acteurs du spectacle le voient. Ils sont juste à côté de nous et ils se disent bon, voilà, merci de cette confiance et regardez, nous ce qu'on voilà. Au final, dans la vie, tu sais, dans n'importe quel domaine, je pense qu'il n'y a pas de réussite sans un brin de folie des fois. Et, tu vois, au final, cette folie-là, cette folie-là, elle a payé. Elle vous a souri. Elle a payé et quand tu vois la résultante, c'est 4 prix qu'on obtient, dont un. Alors, ils l'ont pas appelé portage de couilles, mais ça aurait pu s'appeler comme ça, quoi. C'est ok. C'est les critiques Torren qui citent la Peña. Tout le monde ne cite pas la Noviada de Pala. Et il y a les critiques Torren qui donnent ce prix pour avoir l'idée. Pour avoir l'idée. Pour avoir fait la course. Ouais, pour avoir fait la course. Et ça représente à la fois beaucoup et pas beaucoup. Tu vois, c'est quelque chose c'est important de l'avoir, mais l'important, c'est la prochaine. L'important, c'est la prochaine, c'est le d'après, tu vois. Il faut qu'on ait cette volonté d'aller de l'avant, de pérenniser. C'est pas un accomplissement. Après, on l'a. Le soir même, on était d'ailleurs au Gambetta quand on a fêté un peu cette réussite. C'est étonnant ça que vous ayez fêté au Gambetta. On pensait déjà 1er mai 2025 finalement. On a profité, mais on y pensait sans savoir. Et après, je pense qu'il faut féliciter tous les bénévoles qui sont au carton pour les soirées, pour finalement, et heureusement. Sans ça, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ils ont le verre vide, les bénévoles. Tu pourrais leur faire passer. Ils n'osent pas. Oui, enfin. Et ils sont bons, ceux-là. Ils applaudissent même pas, ils réagissent pas. Et après, puisqu'on est musicien, qu'est-ce que tu penses du fait de mettre de la musique Enfin, moi, je suis complètement pour, si tu veux. Moi, je trouve que ça... Voilà. Pour moi, la musique, c'est un élément essentiel du spectacle. Pourquoi ? Parce que tu te dois aujourd'hui, le fait d'avoir un morceau de musique pendant que tu t'aurais, ça reste quand même... ça procure énormément d'émotions. Et au public, et aux toreurs aussi, qui souvent s'appuient de la musique pour pouvoir faire transmettre certaines émotions. Donc pour moi, ça fait partie de voilà. Ça peut ajouter au souvenir d'une faïna. Oui, bien sûr. Un fort défenseur, on va dire, des morceaux, des beaux morceaux de musique joués. Adapté quand même peut-être. Il faut qu'elle soit méritée. Enfin, il faut qu'elle soit méritée. Un petit peu de faïna qu'on est en train de. Si tu la mets. Non, bien sûr, ça va dans un cheminement d'émotion, si tu veux. Si au bout d'un moment, la musique fait partie d'une première récompense d'une faïna. Jouer un morceau de musique sans intérêt, on va dire, d'une faïna, ça n'apporte rien. Mais par contre, récompense. Oui, bien sûr. C'est une première récompense. En tout cas, quand tu es au milieu, tu l'entends comme ça. Quand toi, tu es au milieu, exactement, tu le prends comme ça. Au final, ce que je fais, c'est bien, et je vais continuer. Exactement. C'est que tu sens que tu es justement sur le bon chemin. Tu as des fois des présidences qui, voilà, tu as le public qui demande de la musique, c'est parce que le public ressent des choses aussi. Bien sûr. Oui, mais après, c'est comme ce dont tu parlais tout à l'heure, et ça, c'est la clé de la réussite d'un spectacle, passe par le choix du président que tu mets en place. Pourquoi ? Parce que souvent, et malheureusement, aujourd'hui, il y a des présidents qui montent au palco et qui président la course avec leurs émotions personnelles. Au final, quand tu es président, on ne te demande pas ce que tu penses, on s'en fout presque. Quand tu es président, au final, c'est que tu dois aller par rapport à la majorité de ce que demande le public. Si toi, personnellement, tu n'as pas envie de mettre la musique, mais que le public le demande, eh bien, tu te dois de la mettre. Même si la musique, ça ne te convient pas. Peut-être, Thibaut, toi qui as été assesseur, tu peux peut-être nous parler un peu de cette expérience. C'est-à-dire, est-ce que quand on est au balcon, on regarde un spectacle différemment, on prend peut-être plus en compte l'environnement des gradins et plus trop ce qui se passe sur la piste, comme si c'était tout seul sur ton siège. Bien sûr. Ouais, bien sûr, mais comme le dit très justement Thomas, dans un premier lieu, le public reste l'élément central d'une course, reste maître. On le voit sur les pétitions d'oreilles, sur les premières oreilles, où on va regarder si la pétition est majoritaire et
que le président a envie de la donner ou pas, il va falloir qu'il la fasse tomber quand même. Ensuite, je pense quand même qu'il faut entre guillemets le nuancer parce que il n'y a pas de science exacte, je crois, en tauromachie. Il y a énormément de zones d'interprétation et qui sont forcément ensuite. La seule science, pardon, j'ai la bouche pleine, c'est l'émotion générale du public. Sur ce côté présidence technique, il y a un truc qui est important, c'est le momentum. Tu sais, on parlait de l'octroi de la musique, et des fois, on réfléchit un peu trop, et ça, c'est presque un peu français. Les Espagnols sont beaucoup plus spontanés. Ah oui, totalement. Et dans cette réflexion, on peut éventuellement louper ce moment où on aurait pu accorder la musique. Et c'est vrai qu'il faut à la fois être... C'est du ressenti. Voilà. Tu parlais d'émotion, de ressenti. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, et c'est important. Dans la tauromachie, il ne doit y avoir aucune réflexion. C'est juste une émotion. Et quand tu ressens une émotion, c'est justement qu'il n'y a pas eu de réflexion derrière. Oui, mais à la fois, il y a quand même un règlement taurin et la présidente est un peu garante du respect de, elle est garante de ça. Respect. Donc, mais après, quand tu octroies soit des trophées, soit la musique et tout ça, le règlement ne rentre pas en compte si tu veux. Il y a quand même beaucoup de zones, tu vois, d'interprétation, comme on disait, parce que on parle d'émotion, on parle de ressenti du public. Le président, c'est un aficionado, c'est un être humain qui a ses émotions, qui a son ressenti. C'est compliqué de lui demander d'être totalement binaire en fait dans sa prise de décision. Oui, tu vois, c'est aussi pour ça qu'il y a des assesseurs. Il y a des assesseurs peut-être pour réguler, tempérer tout ça. Mais tu vois, je prends un exemple. Sur ta corrida de Pedrassa au Plumasson il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a 2 ans, où tu seras en brosse. J'étais assesseur avec Bernard Cissé ce jour-là. D'accord. Il y a eu une zone d'interprétation. Non, mais il y a eu à un moment donné un moment d'interprétation, c'est sur le tertio de pique où le taureau est allé 4 fois au cheval. Tu le mets en SWRT, je crois, une 5e fois. Le public le demande et va dans ce sens. Et tu as Bernard Cissé qui décide à ce moment-là de changer de tertio. C'est, tu vois, typiquement pour moi, le cas de figure où tu es face à de l'interprétation et quelle aurait été la bonne ou la mauvaise décision. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'il fallait écouter le public? Moi, je te réponds de suite. La bonne, c'est la mienne. La bonne, c'est la tienne. Qui, mieux que moi, est placé pour savoir si le taureau est assez piqué ou pas? Vu que c'est moi qui m'y mets devant. Qui, mieux qu'un torero dans une arène, est capable de juger si le taureau est assez piqué ou pas? Personne. Personne. Là aussi où ça peut être compliqué parfois, c'est-à-dire que toi, tu as cette vision-là qui est finalement très éthique de ton métier, mais ce qui est reproché aussi à certains toreros, pour moi, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, c'est que certains cherchent à aller à l'économie de la pique aussi, et donc parfois, peut-être que la présidence, elle s'impose pour dire justement, ce taureau-là, même si le torero est devant, en fait, on estime qu'il n'a pas envie d'aller au bout des capacités du taureau. Et donc... Je suis totalement contre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'économie de la pique, il y a des origines de ganaderia qui le nécessitent. D'accord. Au final, un taureau piqué 15 fois ou la moitié d'une fois, au final, c'est qu'il ait la force suffisante pour lui faire 30 muletas à la perfection. Cette histoire de piquer 2 fois un taureau, je trouve ça totalement ridicule. Parce que tu as des origines d'élevage qui ont besoin d'une pique. Alors, que ce soit bien fait, que ce soit fait dans les règles de l'art, je suis le premier à le défendre. Qu'un taureau soit arrêté à 3-4 mètres devant le picador, que le picador le cite et que ce soit bien réalisé. Ça, c'est notre combat premier. Et c'est ce dont on doit le faire, ne pas balancer un taureau contre le cheval. Et tu as des taureaux qui... Moi, le premier, où on peut les mettre 5-6 fois. Parce que le taureau le demande. Parce que l'origine le demande. Parce qu'un taureau de Pedrassa demande ça, demande ce spectacle-là. Mais tu as des corridas, et au bout d'une bonne pique, le taureau, il a la force parfaite, suffisante, pour pouvoir prendre 5 muletas. Et qui mieux qu'un torero qui se met devant le taureau est capable de juger si oui ou non le taureau il est piqué. Alors, pourquoi aujourd'hui, alors dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose à regarder ou à modifier. Pourquoi dans le règlement taurin aujourd'hui, c'est quand même au président qui incombe de changer de tiers, tu vois. Heureusement que c'est le président qui est là pour faire respecter les règles. Mais, et ça, c'est totalement normal
qu'un taureau aujourd'hui soit piqué 2 fois. Par contre, ce qui n'est vraiment pas normal, c'est qu'au bout de la 2e pique, un torero demande le changement et que le président le refuse et qu'il demande une 3e pique. Ouais, j'entends. En aucun moment, il a le droit de s'octroyer le devoir de piquer une 3e fois le taureau. Après, moi, je comprends ce point de vue. Si un torero a envie de se laisser le taureau cru pour la muleta, avec énormément de moteur, il est dans son droit. Ça, c'est intéressant. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi j'aime bien ce premier tiers. C'est quelque chose où je trouve. Sachez que souvent on critique les toreros pour ne pas donner attention, pour ne pas faire attention à ce tiers. La vision des toreros, c'est un tiers primordial dans la tauromachie. Pourquoi ? Parce que c'est voir la bravoure d'un animal, vous le voyez à la pique. Bien sûr. Nulle part ailleurs. Il n'y a que là. Et donc, c'est un élément essentiel pour la suite d'une faine, de voir le comportement d'un taureau à la pique. Donc, c'est aussi un torero qui donne l'importance aussi à ce qui était là. Et souvent, si un torero décide de vite passer à la muleta, c'est qu'on voit d'ores et déjà à la cape que le taureau n'est pas fait pour pousser un cheval et pour se vider, pour vider sa force deux fois sur un picador. Et ce que je voulais dire, c'est hyper important ce que tu dis. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le torero, il a une vision globale du combat du taureau. Et le spectateur, l'aficionado, ou spectateur même, il est dans le moment présent. Le tiers de pique, il y a de l'intensité, il y a de l'émotion. Ah tiens, pourquoi pas une 3e pique, pourquoi pas... Et il n'a pas cette vision... il faut nuancer un peu peut-être les émotions aussi du public, tu vois, qui se laisse emporter des fois par le moment. Et puis qui est là, c'est son rôle. Franchement, si le public se laisse emporter par ses émotions, mais tant mieux. Comme ce jour-là, à Mont-de-Marsan, cette course de Pedrassa, où je pense que si le taureau repart une 5e fois au cheval, le plumasson s'écroule, quoi. Enfin, je veux dire, le public était debout. Maintenant, c'est vrai que si on se place d'un point de vue palco, et c'est peut-être la réflexion aussi qu'a eu Bernard Cissé sur le moment, c'est de se dire, peut-être que je veux laisser à Thomas aussi les moyens au 3e tiers de pouvoir triompher. Oui, mais tu vois, c'est là où... Alors, je vois pas très bien qui c'est. Non, puis, tu vois comment il est capable de savoir, lui, ce que moi j'ai besoin. Et que tu as vu et que tu as ressenti, quoi. Et ce que moi je ressens sur le moment. Est-ce que toi, alors c'est une vraie question, est-ce que toi, en tant que torero, tu peux pas aussi par moment être emporté par le moment, par l'émotion, et te dire, moi je veux qu'il aille une 5e fois au cheval. Bien évidemment, il y a un jeu avec le public. Tu vois ce que je veux te dire ? Ou est-ce que toi tu te dis peut-être, avec du recul, attends, c'est peut-être quand même un peu plus prudent de s'arrêter à la 4e rencontre ? Bien évidemment que passer les 2 piques, parce qu'un torero, il faut partir du principe qu'aujourd'hui, n'importe quel élevage, avec aujourd'hui la technique qu'ont les picadors, au bout de 2 piques, n'importe quel taureau il est piqué. Si tu veux, le fait de mettre 3 fois, 4 fois, 5 fois un taureau, c'est de la mise en scène. C'est un spectacle artistique où il y a un public et c'est ni plus ni moins que de la mise en scène. Mais si on voulait, n'importe quel taureau, et je dis bien n'importe quel taureau, pourrait être piqué parfaitement à la 2e pique. Il n'y a pas de taureau qui demande 3 piques ou 4 ou 5. Un picador qui pique bien un taureau, au bout de 2 piques, le taureau... En termes de longueur, en termes de technique, de mettre la pouille, en termes de placer le taureau au cheval. Bien sûr. Plus tu mets un taureau devant, si tu veux, le cheval, plus le taureau s'emploie, est obligé de s'employer dans le cheval. Après, les picadors, ils ont des techniques d'ouvrir un peu les picadors, le cheval, pour que le taureau s'emploie encore plus. Donc si tu veux, au bout de deux piques, c'est ni plus ni moins que de la mise en scène. Mais toi, tu as ce vrai poids sur le picador, de lui dire de la manière dont tu ressens le taureau. Bien sûr. Voilà, c'est toi qui guide un peu ça. Et alors, il y a des toreros qui font également cette mise en scène, de parler beaucoup à leur quadrille et tout ça. Moi, j'ai jamais trop apprécié de le faire. Et ma quadrille, c'était comme je vivais avec eux, tu vois, c'était comme une seconde famille. Donc, ils me connaissaient à la perfection. Et donc, si tu veux, chaque personne autour d'un torero savent exactement ce que le torero nécessite et comment il le nécessite. Et surtout les picadors qui jouent un rôle clé dans une faine. Ça t'est déjà arrivé, tu vois, après coup, quand tu fais l'analyse d'une course, de te dire, moi sur le moment j'aurais aimé que le palco décide ça, mais finalement peut-être que ma vision était un peu biaisée, parce que l'émotion du moment...
Et tu vois, arriver à te dire, finalement, peut-être que le palco, avec tu vois, un regard un peu plus froid, a eu raison. Même si sur le moment, moi, j'étais pas pour cette décision-là. Non, jamais, parce qu'un torero, il n'a pas besoin d'un président pour le conseiller. Il a ses 3 bandereros, il a son apoderado. Imagine-toi le nombre de professionnels qu'on a autour de nous. Donc le palco, il est là pour faire respecter une règle. Et 10 000 personnes sur les gradins. Voilà. Et d'aller dans le sens de l'émotion générale. Ouais, complètement. Parce qu'au final, et c'est important de le dire, alors certes, le président, il est là pour... Et heureusement qu'il y en a un, comme un arbitre dans un match de foot ou de rugby, peu importe. Heureusement que le président est là pour faire respecter toutes les règles. Mais celui qui préside la corrida, c'est le public. C'est l'émotion générale du premier public. acteur, moi je suis d'accord. C'est le premier président qui est là pour... si jamais tout le public est debout en train de demander les oreilles, même si ça déplaît à une présidence. Il a un rôle aussi de ce président. En fait, nous, on a Michel Florenza qui préside régulièrement chez nous, qui est originaire de Collioure et on est très amis avec son fils Yannick, que tu connais peut-être, Yannick Florenza. Et c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant, ou 4 ans, qu'il préside la Novillada du premier, parce qu'il sait notre identité, il sait notre afition, ce qu'on veut mettre en valeur, et il fait le lien avec les professionnels à la perfection, c'est-à-dire qu'il a un discours, voilà dans quelle arène vous êtes, voilà ce qu'on aime voir, mais on est conscient aussi que si vous faites ces efforts pour mettre en valeur le taureau, etc. On est en Novillada, nous on veut mettre la musique, c'est une fête, notre identité c'est aussi le côté musical, la fête, si vous faites bien les choses, les récompenses suivront. Voilà, et ce discours, moi j'aime bien assister à ça chaque année quand il le fait dans le patio, là, avant le Paseo, parce qu'il trouve les mots pour dire, il fait le lien, nous, entre organisateurs et toreros, c'est-à-dire que pour leur dire à la fois nous ce qu'on veut faire, mais aussi le respect qu'on a pour leur engagement et pour leur sincérité. J'ai pas d'autres mots. Et je trouve que c'est important aussi, et c'est un rôle que le public voit pas, mais c'est un rôle qui est clé pour moi, ce discours du président et le message qu'il veut faire passer dans l'échange qui a lieu avant le spectacle il peut être très succès, il peut être très directif, mais oui, bon, il est gentil lui, mais et c'est pour ça que j'aime bien ce que dit Michel, c'est-à-dire qu'il dit à la fois ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, mais aussi comment on va le faire, et que comment si ils viennent à notre rencontre, on va dire, là-dedans, comment on va les récompenser. C'est encore une présidence différente. Bien sûr. Le fait de présider une Novillada et encore plus une Novillada San Picador. Tu vois, où dans une corrida, tu as un sérieux à avoir. Il doit y être également en Novillada Piqué et San Picador, mais tu te dois aussi quand même de te dire que tu présides des jeunes en apprentissage. C'est important de le garder en tête. Ouais, complètement. Ils ne sont pas forcément. Donc, souvent, dans les octroiements de trophées et tout ça, s'il y a des moments où tu es entre les deux, il faut toujours penser... Alors moi, bien évidemment, je parle de l'œil des toreros. Bien sûr. Mais il faut toujours penser que les jeunes, ils ont besoin aussi de confiance et d'être accompagnés, d'être aidés, sans pour autant faire n'importe quoi, bien évidemment. Oui, question de bon sens surtout. Enfin, on parle du bon sens, c'est un terme qui est hyper généraliste, mais oui, c'est, comme tu dis, c'est un peu le bon sens d'aller dans... Oui, surtout en Novillada. Exactement, dans l'aide des jeunes qui commencent et pas être là pour leur mettre des taquets. Bien sûr. Ça va faire le lien un peu avec le dernier volet, qui est l'organisation de spectacles, qui pour nous, c'est quelque chose qu'on a pas découvert, parce qu'on avait la Junta avant, où les mêmes personnes étaient acteurs. Mais là, on l'a découvert avec un œil Arsouillos, avec une vraie volonté d'avoir une identité, une vraie volonté de faire les choses bien, une indépendance économique qui... on doit trouver ce juste milieu entre passion, spectacle, finance, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et bon, j'ai la chance en tant que président d'avoir une super équipe et surtout
d'avoir des jeunes. Bon, Marie est jeune, et là, dans le public, il y a des jeunes également, des jeunes aficionados qui se sont arrivés avec plein d'entrain, d'envie, d'idées, pas toujours bonnes, comme finir à 6h du matin alors que tu aurais un élevage le lendemain. Mais voilà. Ça fait partie du job. Il faut le faire. Voilà, la genèse de tout ça, et on va en parler, et souvent, nous, c'est un discours qu'on tient, mais qui détient la vérité, c'est le campo. On part avec des idées bien arrêtées, on se dit, voilà, putain, cette année, on aimerait bien voir ça. Et en fait, on part au campo, 3000 bornes en 3 jours, on dort à la rade, comme avec un chien de table-glace. Voilà, il y a des moments épiques de ces vies, 3 jours, 3000 bornes. On vit dans un fourgon de 9 places, avec des petites valises. Coaché et quadrilla. Coaché et quadrilla, pareil, ouais. Mais en mode organisateur, où en 3 jours, on va voir 5, 6, 7 élevages, qui sont déjà, pour nous, parce qu'on s'est réunis 2-3 fois avant, entre guillemets sélectionnés. On se dit on va aller voir ça, derrière on appelle, est-ce qu'il y a pas, des fois et souvent malheureusement vu qu'on est sur des encastes minoritaires et avec des élevages un peu plus petits, des fois il n'y a pas, des fois il y a 3, donc rebattre les cartes, est-ce qu'on fait 3 et 3, est-ce qu'on fait une concours, est-ce qu'on fait un spectacle complet, voilà, c'est toutes ces choses là pour le dernier volet que j'aimerais aborder, parce que c'est important pour nous, c'est des débats, c'est des discussions, c'est une volonté de vouloir faire les choses, comme je disais, bien. Et voilà, notre point de départ, c'est ces réunions qui décident des élevages, et derrière le campo, quoi. Ouais, le campo, alors moi je peux t'en parler du campo parce que moi ça a été révélateur. Moi j'étais au campo avec Marc Amesto et Marc Debèze la première fois, ils m'ont pris sous l'oreille, là, il y avait ce pauvre Philippe Salénou. Et c'est vrai qu'on a passé un moment superbe, le campo c'est hors du temps, et puis c'est là où on sent Marine a évoqué le côté agriculture. Mais en fait, c'est ce côté terrien en général et ces valeurs vraiment c'est ça qui transparaît. Le Ganadero, il a beau être avocat, je sais pas quoi, une grande famille ou un simple passionné. Il y a de tout vraiment dans les Ganaderos. Et il a toujours cette identité, et moi je suis petit-fils d'agriculteur, et c'est quelque chose qui me parle, c'est des valeurs qui m'animent, et peu importe qu'on soit chez les plus grands ou chez les plus petits, on va dire, et on a toujours cette valeur. Alors, le campo il est joli ici, l'herbe a poussé, est-ce qu'il a plu, est-ce que, ah non c'est dur, il n'a pas plu depuis longtemps, et c'est vrai que c'est quelque chose au-delà, tu vois. Après, quand tu rentres dans les cercados, de voir cet animal, alors jamais pareil, c'est-à-dire que le taureau qu'on va tomber amoureux au campo, quand il est dans les corrals, on se dit ah ouais mais il est tout seul là au fond, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est dans l'arène, il est encore différent. C'est vrai que c'est quelque chose qui, moi que j'ai découvert à ce moment-là et que j'ai plaisir vraiment à revivre chaque année en organisant ce spectacle, parce que en tant qu'aficionado, on peut aller taper à la porte d'une ganaderia, on nous ouvre les portes. Quand on va pour acheter avec ce truc de dire, voilà, nous on a un spectacle par an, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, notre confiance, elle se met, est-ce que vous avez quelque chose qui peut nous plaire, hein? On parlera peut-être de prix après, mais sans en parler, parce qu'on est obligé aussi, nous, d'être raccord avec notre modèle économique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'aller partout, et il y a des prix qu'on ne peut pas mettre dans un lot de novillos, clairement, qui ont été des frères, hein, on ne citera pas de nom, mais c'est vrai que quand on arrive avec tout ça, on a les portes qui s'ouvrent d'une manière plus importante, encore, et plus sur ce climat de confiance. Et c'est un truc, voilà, moi je parlais du plaisir que j'ai à revivre ça chaque année, mais le plaisir supplémentaire, alors ça qui fait un peu le lien avec la Peña, les Arsuyos, avec un grand A, c'est-à-dire cette Peña qui a 50 ans d'histoire, c'est cette notion de transmission. C'est ça moi que j'ai un plaisir immense et non dissimulé à faire découvrir aux plus jeunes,
qui nous accompagne pour la première fois. Tiens, viens là, regarde, mets-toi, il vient dans la voiture avec nous. Écoute ce qu'il dit, le majoral, là. Ouais, je parle pas espagnol, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoute, ressens un peu ce climat du campo, quoi. C'est la base de la tauromachie, et là, tu prêches un convaincu, parce que nous, toreros, notre vie, justement, c'est de vivre au campo, tu sais, là où tu apprends, là où tu te forges, là où naît, on va dire, toutes tes connaissances taurines. Ouais. C'est au campo, on passe notre vie dans tous les élevages à tienter, à torer chaque famille, connaître toutes les origines possibles, inimaginables. Et moi, j'étais vraiment passionné par ça, ça m'a toujours énormément plu. Et c'est ce qui est très dur à faire comprendre aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, quand on entend parler des gens qui ne comprennent pas le sens de la tauromachie, pourquoi mettre à mort un animal en public, quand vous leur dites qu'au final, les plus grands amoureux, les plus grands défenseurs du taureau de combat, c'est nous les premiers, toreros, aficionados, enfin, les gens qui aiment ce milieu-là. C'est très complexe à comprendre, mais c'est pourtant la première passion, en tout cas, qui nous anime à tous, c'est de voir le taureau dans son état naturel. Partager, c'est vrai que c'est complètement contradictoire. Un ganadero, parler avec un ganadero qui élève des taureaux pour les amener dans une corrida, mais au final, il n'y a pas plus passionné, et il n'y a pas une personne qui aime plus les taureaux de combat que le propre ganadero. Bien sûr. Mais c'est souvent des choses inexplicables et qui, comme tu l'as très bien dit, pour les faire comprendre, il faut les vivre. Et c'est que quand tu les as vécus, ou moins vus une fois, que tu peux réellement comprendre tous ces sens-là. Oui, complètement. Et c'est aussi ça qui nous anime, nous. Enfin, clairement, pour faire la chronologie de l'organisation de spectacle chez nous, c'est ces réunions où on choisit des élevages, ce tour au campo sur 3 jours et 3000 km plus tard, c'est débriefer des images, parce qu'on doit revenir avec 3000 photos de X élevages, regarder tous les taureaux dans le détail, le trapio, il a du cul, il n'a pas de cul, il a des formes, voilà, ok. Derrière, on réaffine, on hésite, on parle, on discute. Bon, toute cette démarche-là, elle met du temps. Bien sûr. Puis enfin, on se dit, ok, on part sur cet élevage. Souvent, on a parlé de prix quand même en amont, et qui est déjà notre premier filtre. Parce que des fois, on va dans des endroits, on se. Oui, c'est sûr. On tombe amoureux. On tombe amoureux, et puis contexte économique. Et puis, je me rappellerai toujours. Enfin, moi, je suis très dans le système communication, marketing. Je me dis, ok, si tu marques pas un nom sur une affiche, c'est compliqué à vendre. Parce que ça fait partie du choix, bien sûr. Et un jour, on va dans une ganaderia qui sort plus dans la rue qu'Anna Isabel Vicente. On arrive, on rentre dans un campo, on fait 5 km de chemin, on a la tête qui tape partout, et là on arrive. Et le premier truc qu'on voit, c'est un taureau qui lève la tête. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, le lot de novios était juste monstrueux, magnifique. Mais des peintures, quoi. D'accord. Mais inconnu. Et prix le plus cher de ce qu'on a vu. Et malheureusement, on ne peut pas les prendre. Pourtant, ce lot-là, on se dit, wow, bon, il est sorti dans la rue comme beaucoup de trucs en Espagne. Mais oui, voilà. ça surtout en Sampiqué. Oui, voilà. Ça la manque au nord, ça la manque. Hein. Mais le lot était magnifique. Donc, il y a ce mix entre ce qu'on aime, le contexte économique, arriver à faire joindre les deux. Bien sûr. Et puis, une fois que cet élevage est sélectionné, ok, c'est super, comment on le communique? Parce qu'il y a toute cette partie-là. Comment communiquer? On se creuse la tête à trouver des idées. On a de la chance. Parmi mes contacts, on a le vidéaste, on a Cyril, qui connaît parfaitement. Cyril Vidal, qui est sans doute un des meilleurs photographes tauriens, qui est avec nous souvent quand il peut au campo. Donc on arrive avec de belles images pour communiquer. On peut peut-être préciser aujourd'hui que pour le podcast aussi, on a la chance d'avoir le matériel, de Louis. J'allais venir après. Parce que Louis, il comprend rien de tauromachie, il faut le dire. Et par contre, il est là, Mais par contre, il est là. Pour le pinard, il est là, le type. Mais voilà, on a cette chance-là d'avoir des images pour communiquer. On a un vidéaste, des fois, qui vient avec nous. Mais c'est quand même une complexité, tu vois, d'organiser le spectacle. Et comme tu disais tout à l'heure en off, quand la caméra a coupé, il y a organisé, mais ça suffit pas. Bien sûr. Il y a tout ce qui est avec. Ce qu'on fait là, c'est prendre du temps, oui, mais bon,
c'est du bon temps, mais c'est prendre du temps pour avoir une idée un peu originale de communiquer d'une façon différente sur la tauromachie et quelque part sur notre organisation. C'est beaucoup de paramètres qu'on ne voit pas forcément, que le du grand public ne voit pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce podcast, pour dire, ok, c'est des passionnés, les mecs, ils portent leur truc, comme on a dit depuis tout à l'heure, financièrement, humainement, leur temps. Et en gros, passionnez-vous pour nous, aidez-nous, parce que c'est beaucoup de boulot, quoi. Après, c'est aussi, ça met le doigt sur le fait que pour des petites arènes comme nous, Air-sur-Alon, moi j'ai pas de honte, au contraire, à revendiquer qu'on est une petite arène. Et on a la chance, nous, dans notre région, Taurine, les Landes, le Nord-Béarn, etc., d'avoir cette richesse de petites arènes qui montent des novilladas, des corridas, des novilladas sans picador encore plus. Et vraiment d'avoir dans chaque village presque des irréductibles qui se disent, nous, voilà, comment on veut défendre la tauromachie, c'est en montant des spectacles. Sous le format associatif, et chacun invente sa manière de proposer un modèle économique qui tienne à peu près la route pour que l'année d'après, il y ait spectacle, etc. D'avoir cette pérennité. Et alors nous, ça passe par ces actions-là, parce que Florian en a parlé, de son appétit de la communication, du marketing, etc. Mais moi, je veux vraiment rendre hommage à tous ces confrères, ces collègues qui... On peut faire 10 km dans le sens, 15 km, 30, machin. On a le printemps taurin dans les Landes et entre Garlin, Saint-Perdon, Mugron, Aignan, etc. C'est une richesse terrible. J'oublie Gamarde, et j'en oublie plein justement parce que j'ai commencé à le citer. Mais c'est ça tient souvent. Ça tient à pas grand-chose. Un noyau de passionnés. C'est ça, moi, que je veux mettre en avant. Qui ont envie à tous ces gens-là. Alors, pas à nous en particulier, mais surtout, voilà, chacun y va voilà, je pense au Garbure à Garlin, voilà, c'est leur manière d'y arriver, la manière dont on fait Saint-Perdon, voilà, Mugron, c'est pareil, ils ont une afition terrible. Voilà. Aignan, c'est pareil. Aignan, c'est exactement pareil. Et chacun a surtout ceux que j'ai cités, a ce modèle un peu associatif, un peu peignant, un peu bénévolat. Et des fois, c'est là où je voulais en venir, des fois ça se heurte un peu au mundillo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Où nous, d'un côté, on suit 100 euros, et puis, alors, pour qu'on soit clair, nous on a toujours payé tout le monde au convenio, c'est une règle d'or qu'on s'instaure, tout ça. Mais c'est vrai que quand un noviron nous demande un peu plus... sinon je ne serais pas assis autour de cette table, je t'avais dit suite. mais je comprends très bien. Mais quand un noviron nous demande un peu plus, on dit non, nous on fait déjà... Bien sûr. Quelle était la différence de la fête des Arsouillos avec une fête à côté où il n'y avait pas de taureau? C'est qu'en fait, ça te donne une résonance, et on parle de ça à beaucoup plus loin que dans le simple cadre local. Bien sûr. La fête ne serait pas la même, clairement. Cette fête, elle est née, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, autour des taureaux. Et voilà, sur un petit coup de folie partagé avec Simon. À ce sujet, j'ai oublié de citer Marinette Marinette qui était avec nous quand on a été voir Simon. Ah ouais, très bien. Et c'est vrai que je sais plus ce que je disais, mais le grain de folie. Le grain de folie, et sur le fait que le spectacle taurin, il a certes un coût il a une résonance. Il a vraiment une résonance, voilà. C'est exactement ce que je disais. Pour te donner un simple exemple, cette année, on a émis la possibilité de dire, on va demander à Marcos Pérez. Tu vois? Et pourtant, peut-être que lui, il n'aurait pas fallu le payer au convenio. Mais le 1 seul contre 6. Non, mais quand même pas. Quand même, nous on n'est pas comme ça. Mais qu'avec cette façon de voir les choses, si on met plus de spectacles sexy, plus on fait à la taquia, plus on remplit les arènes,
Mais Marcos Pérez en seul contre 6. Non, seul contre 6, pour nous, c'est pas forcément de sens. Il n'y a pas que leur proposer, il y a le fait qu'ils acceptent aussi. Ouais, voilà. Je grossis volontairement les traits. Mais seul contre 6, pour nous, c'est pas une mentalité, parce qu'il y a tellement de novilleros qui méritent d'avoir des places qu'il faut pas, tu vois. Enfin, je trouve ça presque dommageable. Oui, mais justement, là, on sort un peu de ce circuit économique, de se dire que, comme dit Thibaut, si on met Marco Pérez sur contre 6, on est quasiment assuré de remplir les arènes. Alors que là, pas plus que sur une affiche tout court. Je pense que si tu mets Marcos Pérez sur une affiche tout court, après, tu mets plus de monde. On va se faire un surplus de monde à la taquille. Peut-être de taquille en plus. Mais sauf que là, donc justement, on fait ce choix de nous, organisateurs, de se dire, peut-être on va mettre pas cette tête d'affiche, mais on va choisir un spectacle qui correspond à ce qu'on a envie de montrer aussi. C'est ça, on s'appuie sur nos forces, là, on peut le dire avec autant de conviction en 2025, parce qu'on a eu la chance l'année dernière d'avoir un spectacle qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui coche beaucoup de cases de ce qu'on veut mettre en valeur, de ce qu'on veut revendiquer en tant qu'organisateur. Et donc, nous, on s'appuie là-dessus pour vraiment dire, voilà, nous, ce qu'on aime, c'est ça, ce qu'on veut faire, c'est ça, ce qu'on veut montrer, c'est ça, et écouter les gens qui sont venus aux arènes. Alors, écoutez bien, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, mais j'espère qu'ils seront beaucoup plus nombreux l'année prochaine, cette année, pour dire, ah ben ouais, voilà, vous le faites avec vos convictions, vos machins, là, ça a payé, nous, on veut participer à ça, et c'est d'aller chercher un grand nom. Bon voilà, nous on n'aura pas, alors on a le grain de folie, mais on l'aura pas assez. Et puis je pense pas que ce soit bon non plus dans notre identité tu vois, d'aller chercher ça. Au contraire, nous on a un rôle aussi en tant qu'organisateur, on a un rôle un peu pédagogique. Et de transmission, tu vois, de dire voilà, nous la tauromachie, alors tu disais qu'il n'y avait pas de vérité, mais il y a quelque chose qu'on aime et qu'on veut revendiquer et qu'on veut mettre en avant. Voilà ce qu'on aime, ce qu'on veut mettre en avant, et venez et vous allez vivre des émotions. C'est ça qu'on veut faire. L'important, c'est que peu importe ce que tu montes au final, c'est que tu restes dans l'image que tu revendiques. Bien sûr. Peu importe ce que tu choisis, et que ce soit taureau ou torero, mais c'est de garder ta ligne conductrice dans l'image que tu t'es donnée de ce que tu veux faire de tes arènes, et que tu restes dans cette image-là. C'est au final le plus important. Petite, grande arène, grande feria, ou juste un spectacle par an. L'important, c'est d'être dans ta personnalité. Justement. Ce qu'il faut inventer, entre guillemets, c'est comment faire vivre à de plus en plus de gens ces émotions qu'on ressent dans les gradins d'une arène, qu'on ressent quand on va au campo. Voilà, c'est vraiment... Voilà, cette manière de transmettre, évidemment, c'est pas consensuel, et ça le sera de moins en moins au vu de l'évolution de la société. Mais par contre, en faisant vivre aux gens ça, je dis pas qu'on va les convaincre, mais ils auront une certaine légitimité à dire bon ok, je suis contre ou je suis pour, mais là pour l'instant, comme on fait avec la corrida pour les nuls par exemple, voilà, c'est d'ouvrir le plus possible de corrida pour les nuls. C'est important. C'est un truc, en fait, si tu veux, pour tous les jeunes de la classe des VNDR, on organise la corrida pour les nuls. D'accord. Donc comme les livres là qui existent, si tu veux, et on explique aux jeunes, Raph et Mathieu Casalet, donc explique aux jeunes c'est quoi la corrida, pour qu'ils comprennent. Ça les fidélise, on leur donne des clés en fait. Et comme ça, ils viennent à la Noviada le 1er mai, et quand ils voient des choses, ils comprennent un peu plus ce qui se passe, plutôt que d'être juste spectateurs. Oui, mais ça c'est sûr que la tauromachie, avant de la faire découvrir, il faut l'apprendre. Puis ça reste de la sensibilité. Et il faut l'expliquer, c'est important. Et dans cette corrida pour les nuls, ce qu'on dit de très important, et c'est pas la seule chose qu'il faut retenir, c'est que si tu es dans les gradins d'une arène, il y a toujours quelqu'un un peu devant, là, à côté, un peu à droite, qui sait, avec qui tu peux communiquer, et s'il y a quelque chose que tu comprends pas. Et c'est vraiment cet outil qu'on veut leur donner, qui est l'outil principal d'apprentissage de l'aficionado, c'est d'aller aux arènes et de se demander, tiens, ah oui, je comprends pas pourquoi les gens sifflent, tout ça, et ça, mais pourquoi il a fait ça, et pourquoi pas autre chose. Et cette communication-là, c'est vraiment ce qu'on veut, mais... Voilà, je pense qu'il faut continuer à se battre pour pouvoir essayer de transmettre cette passion. Tu vois. Et nous, notre moyen, c'est d'organiser. Voilà, on a pris ça comme au début, c'était un fardeau, et maintenant, moi, je pense que c'est vraiment une chance et une mission. Et
Et c'est notre manière de défendre la tauromachie en général. Alors, c'est plus facile cette année, parce qu'on a eu ce spectacle, comme je disais. Vous avez une base à laquelle vous fixez un portrait. Ouais, t'as ça, t'as les prix. On remet l'élevage de Pala. Voilà, c'est une gala derrière mythique. Voilà, c'est vraiment un élevage... Bon, on s'en souvient, quand ils sont venus dans les années 2000, à la début des années 2000, là, tout le monde parlait. On était au centre du monde tauré quand on n'est pas là. Je sais pas si tu veux. Il y a eu les Pala, il y a eu Victorino sur le même week-end. Voilà, c'était des grandes années pour les arènes d'air. C'était avant. En tout cas, tant que vous le mettrez autant de passion que vous avez à le monter, mais ça je pourra pense que réussir. L'important, c'est qu'ils transmettent leur passion. Et que contrairement à beaucoup de clubs taurins ou d'organisateurs qui se gardent le truc pour eux, et tant qu'un jeune qui monte, oui, ça c'est hyper important, que les jeunes soient impliqués. Là, on sent, pour avoir les yeux ouverts là-dessus, on sent que partout quand même, il y a une volonté de transmission, là, depuis le Covid, là, depuis 4-5 ans, là, on sent qu'il y a cette volonté d'ouvrir, avec ce que fait notamment l'UVTF, tout ça, les places pour les jeunes, tout ça. C'est des actions là qui vont dans ce sens-là. Alors à un niveau que nous on peut pas se permettre, nous on n'a pas les moyens de l'UVTF. Mais à notre petite échelle, on essaie de faire ça. Et ce qui est important là-dessus, c'est que tout le monde va dans ce même sens, d'ouvrir à la jeunesse, de transmettre, de communiquer. Et c'est vrai, pour faire vivre ces émotions-là, quoi. Nous, en fait, on voit la Noviada, mais le spectacle en général, comme une vraie entité de la feria. Si tu veux, l'objectif, c'est de dire, ok, on vient pas juste aux arènes à 17h à pointer, à 18h30 c'est fini, c'est pas juste ça. On essaie de vraiment créer toute une émulation autour de ça, pardon. Et c'est notre modèle est de sous. On a compris que c'était les sous. Non, de ça. Non, mais j'allais venir c'est important. Notre modèle économique, en fait, il est viable tant que tout ça marche. C'est-à-dire, bien sûr. On a un repas le midi, alors. On l'annonce un peu en avant-première sur ce podcast, mais cette année, on a décidé de partir un peu sur... on avait jusqu'à maintenant un système de repas avec des stands qui était un peu compliqué à comprendre. Cette année, on a dit, OK, on part sur quelque chose qui va encore plus dans la convivialité. On part sur le système d'un grand banquet. Donc, un gros banquet, service plat à table, à volonté, où vraiment tu passes un bon moment. Oui. On a la chance, depuis 2 ans, on a mis en place la musique typiquement espagnole qu'on peut retrouver à Pampelune avec les charangas. Donc, on fait venir les charangas d'Espagne pour animer la soirée de la veille, plus le repas du lendemain, les arènes également, comme ça peut être à Pampelune. On a cette volonté que ça soit un vrai moment de fête. Donc, nous, tout tient sur ça. On a même créé, on m'a pris pour un fou au début quand j'ai donné l'idée, mais j'ai appris ce que j'ai connu dans le monde du rugby pro, mais on a créé des loges dans les arènes. Alors c'est un espace loge réservé pour les partenaires, qu'on va un peu plus cher, mais où ils ont à boire, à manger, vin, champagne, de la charcuterie, de terroir ibérique qu'on a là, du fromage, voilà. On essaie vraiment de créer de l'attractivité autour de ce spectacle et d'attirer des gens qui ne sont pas forcément des purs aficionados, mais qui ont envie de passer un bon moment de fête. Parce que pour moi, je pense que c'est peut-être ça qu'on oublie dans ce truc-là, c'est je suis pour, je suis contre, mais à la base, ça reste un élément de la fête. Et il faut que ça reste ça, c'est-à-dire un bon moment où je passe un bon moment de partage, de convivialité. Moi, j'ai cette image en Espagne où ils sortent les bocadillos au 3e taureau, quoi. Ça c'est génial. Alors on adorerait avoir des mecs qui vendent des bocadillos dans les arènes, on n'est pas encore... c'est que du bénévolat, donc on en est là, mais ça c'est... Évidemment, tu sais, tout ce qu'on vient de parler, c'est au final de se réinventer, de trouver des idées nouvelles pour arriver justement à revendiquer un spectacle qui n'est pas qu'un simple spectacle, mais qui a tout le reflet de gens passionnés qui montent cette Noviada. Bon, en tout cas... je ne sais pas si on a fait le tour de la question, mais je pense qu'on est déjà pas mal. Je pense que c'est... Enfin, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce moment parce que c'était un échange à toute franchise de convivialité. Exactement. Et j'espère que tous ceux qui regarderont ce podcast passeront un bon moment avec nous. Si on doit retenir quelque chose, c'est rendez-vous le 1er mai. Voilà. Anti-Héros le matin. Donc venez voir un Anti-Héros dans la ville, un repas gros banquet le midi, de l'animation musicale toute la journée, une Noviada
on l'espère, à la hauteur des 4 récompenses qu'on a eues l'année passée. Et sans doute une tertulia en musique également, tout ça autour des arènes. Donc n'hésitez pas. On a un site internet, vous pouvez réserver en ligne, vous pouvez tout faire. Soutenez les Arsouillos, on a besoin de vous, clairement, on a besoin de vous. Relayez un maximum le message. Merci à Thomas de nous avoir accueillis ici. Merci Gégé d'avoir pris de ton temps précieux pour participer à ce podcast. Je vais en avoir beaucoup plus. Merci Thibaut d'être venu, ça va me valoir une petite embrouille de couple. Je te remercie. Et puis voilà, peut-être vous voulez dire quelque chose pour conclure tout ça. Rendez-vous le 1er mai. Rendez-vous le 1er mai, ouais, et puis rendez-vous dans chaque petite arène qui se bat, chacun invente. Voilà, on a cette mission générale de défendre la tauromachie au-delà de notre clocher, mais venez le 1er mai, ça va être bien. Voilà, venez le 1er mai, puis n'oubliez pas qu'il y aura sûrement les Armagnacs des Roses également. Également, bien sûr, musique Armagnac des Roses, t'as raison, putain. Quel oubli, quoi, c'est casse-tête, il va me brûler. Et puis voilà, merci à tous et Arsouillos, es la vida.